Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Nos lectrices Cécile Chaduteau Bruxelles, Nicole Fanti Limoges, Dominique Terre Paris et Sylvaine Vol Comprégnac ont bien voulu nous assister et nous éclairer. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. Nous n'oublions pas le soutien fraternel de Pascal Dejamette et Christian Laurence du Cercle Condorcet de la Creuse ainsi que ses sympathisants. Nous tenons à remercier Michel Chaduteau pour ses conseils de lecture des œuvres de Jean-Pierre Dupuis, Karl Popper et Gunther Anders, ainsi que Gunther et Margrit Kurzböge pour la traduction de documents en langue allemande. Citation. La nuit vient. Tous les bruits habituels de la gare, le roulement des trains qui passent, celui des chariots, les jets de vapeur, les sifflets entrent dans le wagon. Le wagon reste immobile. Du quai, on doit voir un wagon de marchandises, un numéro, une lucarne, un wagon pareil à ceux qui restent pendant des jours immobiles sous la pluie et le soleil. À l'intérieur de celui-ci, il y a des hommes. Robert Antelme, L'espèce humaine. La lucidité des chimères. Ce titre emprunté à un article de Yves Bonnefoy paru dans le journal Le Monde du 16 février 1996, marque l'attention renouvelée que les auteurs portent à la révolution langagière que nous devons à Mallarmé et au surréalisme. L'effort pour délivrer la langue du réalisme et de l'utilitaire. Il nous a paru important dans la suite de Klemperer, de Hilberg, de Celan, de Kertész, de remettre sur l'établi la place déterminante du devenir pervers de la langue dans le nazisme et ses survivances, sur ce en quoi elle contribue quand une force s'en empare, à réifier la vie et le monde. L'acte poétique détruit les emprises des idéologies qui chosifient le monde et les hommes par le concept, la logique administrative, la classification et les biopolitiques qui peuvent être autant de léviathans qui managent le vivant et formatent les corps. Les politiques sanitaires, démographiques, de l'emploi, de police sont possiblement ces léviathans par lesquels l'État cible, discrimine, identifie et trie sa population. Elles ne le sont évidemment pas quand leur but est de protéger la population, d'assurer sa sécurité et l'exercice des libertés. En revanche, elles deviennent dangereuses quand dans ce même vivant, elles trient pour exclure et ostraciser des populations jugées à risque voire nuisibles. Pour ce faire, l'État veut imposer ses récits et le voudra toujours comme celui de l'identité nationale, de la terre, du nous face aux autres. Nous pensons à la fameuse oraison funèbre de Périclès célébrant les morts de la cité athénienne, ses pères, ses ancêtres qui ont fondé sur son sol un caractère national unique. Nous songeons aux récits historiques qui ont précédé en France 1914 comme le Tour de France par 2 enfants ou encore Madame Thérèse ou les volontaires de 93, à l'âme dévoyée de la poétique du Volk en Allemagne par le pangermanisme. La horde nazie, qui n'est pas l'État mais le behémoth ou désordre, impose des récits, des commencements, des mythes, des origines qu'elle désire incarner dans des principes, des rites, des liturgies, une raciologie. Une logique du sang prétend assurer à la place du politique la continuité d'une nation et de son identité, de son droit à réduire en esclavage les races dites inférieures, à détruire des hommes qui ne sont même pas pour elle une race, mais une anti-race, des bacilles de la peste. Ces biopouvoirs qui sélectionnent des populations pour les détruire, les rendre invisibles, les opprimer par des mesures administratives de parquage, les cibler par des dispositions catégorielles assorties de conditions, n'occasionnent pas que des tueries. Elles engendrent aussi des morts indirectes que sont l'exclusion et l'expulsion, ce qui jette sur la logique des tueries de masse l'ombre d'une possible transfiguration. Ainsi, la question du génocide apparaît double si l'on admet l'existence d'une autre mort comme effacement, ce que Jeannette Colombel désigne par l'expression la clarté de la mort. Elle n'épargne pas, comme elle l'a montré dans le cheminement de Michel Foucault, les sociétés actuelles inventrices de biopolitique afin de neutraliser, réduire au hors-champ, la part dite inutile de la population formée par les chômeurs, les migrants, les jeunes délinquants, les prisonniers, les vieux, les roms, les sans. L'armée des inutiles, des déqualifiés était au centre des préoccupations du président Roosevelt inquiet des désastres sociaux engendrés par la crise de 1929 et de ses conséquences pour la civilisation américaine. Son brain trust avait précédé dans la pratique les théories de Keynes. Cette armée n'est donc plus l'armée de réserve dont parlait Marx, mais la masse des hommes en trop qui encourt le destin funeste de la désaffiliation et de la stigmatisation.
Le système économique actuel échoue à créer des emplois durables et à assurer à tous un logement décent. Quand il tente de satisfaire les besoins de la population, de développer d'autres modes d'activités économiques, de produire d'autres types de richesses, l'idéologie économique ambiante lui oppose la préservation de l'équilibre des finances publiques, la cherté du taux d'emprunt sur les marchés de l'argent, qui le rend insoutenable pour les peuples, la confiance des marchés et le coût d'une telle politique. Mais ne sont évalués ni les coûts finaux pour la vie en société et économique, ni ceux des dommages occasionnés aux équilibres d'une civilisation. Cette situation découle de l'absence d'une politique raisonnable de restauration des ressources et de celle de la confiance des populations en l'avenir. On préfère sacrifier à la saignée des dépenses dites inutiles, voire à la vente des biens du pays. Le niveau de la croissance potentielle, le fonds ou marge de croissance dont disposerait un pays, se mesure aussi à l'aune de ce qu'une population est capable de faire et de construire, mais dans un climat de confiance. S'il est vrai que l'appréciation de l'efficacité du New Deal a été sujet à controverse parmi les économistes, peu, à notre connaissance, ont mesuré ce qu'avaient produit les programmes de Roosevelt en matière de civilisation et de restauration de la confiance des citoyens américains. Que peuvent l'économie et le politique sans la confiance de la population confrontée aux incertitudes et aux dévastations engendrées par les chocs économiques? Hannah Arendt a démontré avec d'autres comment le nazisme s'est nourri de la crise de 1929, de l'effondrement de la confiance dans la monnaie, et a positionné au cœur de sa propagande la lutte contre le chômage, au besoin en libérant des postes, des appartements, des biens par l'expropriation des personnes qualifiées de juives et l'arianisation des entreprises. La peste juive, les enjuivés, le diktat de Versailles, le bolchevisme avaient miné la puissance et l'âme allemande selon la doxa nationale-socialiste étayée sur des récits de trahison et de contamination de la nation. La problématique des hommes en trop est toujours bien présente en dépit des efforts constants pour n'en point parler. Dans les États où la séparation des pouvoirs est réelle, l'action politique, la littérature, l'art, l'acte poétique jouissent du droit à contester ces commencements-commandements. Fixés par la doxa dans les récits des origines et des forces agissantes, ces narrations au service du pouvoir politique ou religieux peuvent être détruites par la liberté des commencements, chose ardue dans les pays à histoire officielle. L'acte poétique se rebelle contre les entreprises qui cherchent à écraser la liberté des commencements dans la vie, la langue et le monde. Ces commencements, Breton les cherchait rue Lafayette avec Nadja ou dans la recension des enseignes Bois-Charbon. Chirico les trouvait dans les surprises du réel, et ainsi de suite. Si d'aventure les auteurs ont été clairs sur le point central de ce qui monopolise la langue, la pervertie en tant qu'acte du vivant, ils seront satisfaits. Ils ont désiré que le lecteur traverse d'abord l'épaisseur des témoignages, avant d'atteindre l'autre versant du livre. Cette traversée est douloureuse et déchirante, mais comment en faire l'économie si notre propos veut avoir quelque consistance et que ces témoignages éclairent les parties les plus théoriques de l'ouvrage afin de ne pas tout sacrifier au concept? Enfin, le but sera pleinement atteint si le lecteur parvient à sentir que nous n'en avons pas terminé avec cette conception du monde non inventée par les nazis mais qu'ils ont fait leur, le darwinisme social, cultivé aujourd'hui dans des théories du management, le culte de la performance et les pratiques du néo-comportementalisme. Ces théories ou idéologies, si l'on suit M. Foucault, visent à rendre les hommes plus gouvernables. Cette nouvelle gouvernementalité procède non pas du rapport direct de force État-société, du pouvoir de police, mais use de contraintes intériorisées. Celle-ci place le sujet dans un contexte artificiel où il n'a pas d'autre choix que de s'adapter aux principes de la concurrence et de la lutte pour survivre, c'est-à-dire à des normes quasi-naturalistes dont les camps furent, à bien y regarder, un modèle. L'État, depuis au moins Philippe le Bel qui avait réuni les municipes pour affaiblir la légitimité du pape, use d'une autre forme de gouvernementalité avec l'invention de la société civile. Ainsi, l'État organise des sortes de conférences avec des membres choisis de la population afin de perfectionner son influence, de renforcer sa légitimité, de faire passer son message sans besoin d'hommes en armes ou de sa police, au besoin en accordant prébende, reconnaissance et privilèges. Il est aussi passé maître depuis la Régence et le système de l'eau dans la fabrication de rumeurs, pour influencer les porteurs de titres et la circulation monétaire.
L'eau aura laissé à l'État l'usage de pratiques secrètes comme les émissions clandestines de monnaie et l'invention de récits imaginaires destinés à diriger les anticipations des investisseurs. La manipulation de la confiance des peuples est au cœur de ces nouvelles formes de gouvernementalité basées sur l'intérêt supérieur de l'État. La technologie sociale et politique qu'est la société civile prend la forme aujourd'hui en Europe de multiples autorités administratives indépendantes, de hautes autorités, d'autorités monétaires, d'avis de grands experts, de commissions consultatives, qui correspondent à des démembrements de l'État et dont certaines font figure de léviathans légitimés par le pouvoir des savants réunis en comité. Nous avons conscience que les propositions émises dans la conclusion de l'ouvrage sont sans doute chimériques, mais les chimères enchantent et parlent l'avenir lucide. Elles ne visent qu'à susciter l'attention des citoyens dans les pas de Thucydide et à œuvrer pour imaginer des résistances à la démolition des hommes, hier comme aujourd'hui. Le nazisme nourri d'antécédence a un passé porteur d'avenir effrayant. Même si nous ne savons pas de quoi les nuits sont enceintes, Edgar Morin sait de quoi nous parlons ici. En bord de route des hommes. Pourquoi ces hommes hagards au regard perdu sont-ils au bord de la route? Ils ont l'air bizarres. Et pourquoi ces bruits secs? Pourquoi cette atmosphère blanche et ces respirations inquiètes? La cohue des hommes que l'on pousse s'arrête. Les villageois regardent la masse sans visage. Ils sont pas de chez nous ces gens-là, oh que non. On peut jamais être tranquille avec tous ces métèques et ces saligots qui puent la merde. Regarde. Y en a un qui porte une grosse valise dépenaillée. J'espère qu'ils vont pas rester là, tiens, des camions arrivent. V'là les kleps qui aboient maintenant, mais où les emmènent-ils? Son voisin lui répond agacé. Et du con, t'as pas encore compris non? Tu crois? Non, tu déconnes. Il les transfère ailleurs, c'est tout. Eh bien moi, vois-tu, je voudrais bien y croire qu'il les déplace ailleurs. Et puis tu vois, j'irai pas leur demander à ces oiseaux-là. T'as vu leur tronche, moi je te dis que la prochaine fois c'est à nous qu'ils viendront casser la gueule. Alors fais gaffe l'artiste. Le douanier Rousseau, la bohémienne endormie. Museum of Modern Art, New York. L'homme privé de son humanité. Quel crime avions-nous commis? Cette question revient en boucle tout au long du récit d'Henri Kiška depuis la fuite de son pays natal, la Belgique envahie par les armées allemandes en 1940, jusqu'au train de la mort, si près de la fin du cauchemar et de la libération en 1945. Avec son père qui avait connu la torture en Allemagne durant la Première Guerre mondiale et sa mère, l'un et l'autre ayant émigré jeunes à Bruxelles pour échapper à l'antisémitisme en Pologne, le narrateur et ses deux sœurs quittent la Belgique en train direction la France. Après une première étape à Revel, l'exode se poursuit avec l'occupation allemande, cette fois sous l'œil de miliciens armés dans le camp d'internement d'Agde entouré de barbelés, avec des baraquements en bois, pour des civils sans armes qui sont ainsi devenus des détenus, des hommes et des femmes séparés par des barbelés. Les gardes ne montraient aucun sentiment à notre égard, pas un seul n'eut un geste ni une parole de compassion. Pourtant, la plupart de ces valets de Vichy étaient des pères de famille. Ils nous contemplaient, amaigris, malpropres, apeurés, impassibles et même hargneux vis-à-vis de nous-mêmes. Le deuxième camp est Rivesaltes avec des gardiens sur le même modèle. Mais pourquoi les Français nous maltraitaient-ils de la sorte? Grâce à une tante riche qui achète le commandant du camp, la famille se trouve libre et va retrouver son appartement bruxellois. Pas pour longtemps car avec la rafle de septembre 1942, elle est arrêtée, entassée dans le train aux portières fermées avec un bout de pain sans rien à boire durant 3 jours. Le convoi s'arrête en Pologne où les hommes sont emmenés en camion au camp de Sacro, séparés des femmes et des enfants qu'ils ne reverront plus, partis en fumée. Les hurlements des soldats, les coups, les miradors avec les mitrailleuses, les fils de fer barbelés qui les entourent sont ce que découvre Henri Kiška âgé de 16 ans et son père. Accablés, affamés, éreintés de fatigue, frémissant dans le grand froid automnal polonais, quelle résistance pouvions-nous leur opposer? Quel danger représentions-nous pour ces seigneurs de la guerre, ces maîtres de l'univers, cette race aryenne pure, malade de puissance et de domination, se demande le narrateur. De la paille pour litière, pas de chauffage, le réveil sous les aboiements des nazis, l'appel interminable dehors, un breuvage à peine tiède comme petit déjeuner, la marche forcée vers le chantier pour dégager un terrain à main nue et les pieds dans la boue glacée,
une pause d'une demi-heure le midi pour une soupe liquide et la reprise du travail à une cadence infernale, puis le soir retour au camp avec un morceau de pain pour des détenus vidés de leurs forces, telles étaient leurs conditions. Le pain était immangeable en temps normal, remarque le narrateur, mais vivions-nous un temps normal, nos bourreaux étaient-ils normaux? Suivent d'autres camps, Kleinmangersdorf, Tarnowitz, Sintanaberg, Chopinitz, Blechhammer Auschwitz où Henri Kischka et son père sont emmenés après avoir été choisis comme main-d'œuvre pour des chantiers avec d'autres par un nazi appelé le marchand de bestiaux. Recommence alors la descente des camions, toujours vite, les coups, les insultes. Schweie 1, Drexo, Verfluchte Juden, chien de cochon, saleté de merde, sale maudit juif. Les gardes omniprésents qui se déchaînent et que le narrateur soupçonne de s'enivrer fortement au schnapps. L'hygiène à chaque fois est inexistante. Les bourreaux nazis avaient des réserves illimitées d'esclaves. Alors un juif de plus ou de moins. Ce qui change, c'est la perte de poids. Ils sont toujours plus amaigris pour un travail toujours plus dur, avec à chaque fois l'angoisse de leur devenir et de ce qu'ils vont trouver dans le camp suivant. De plus, les nouveaux contremaîtres polonais serviles s'ajoutent aux capos pour soulager les nazis partiellement de leurs tâches. À Chopinitz, la terre que les détenus piochaient répandait une telle poussière avec une odeur de gaz qu'ils pensaient être intoxiqués. Le narrateur de retour au camp cherche à se rappeler les fables de La Fontaine et d'autres poèmes, pour résister. Cet effort intellectuel me prouvait aussi que j'étais un être humain pensant et non le légume léthargique que les nazis voulaient faire de moi. Henri Kischka entre en contact avec les autres détenus de son bloc, grâce au yiddish et à l'allemand qui permettaient ainsi de pouvoir supporter la promiscuité imposée. Il s'entend bien avec les Français. L'amitié forgée dans les camps de la mort perdurera dans la nuit des temps. Néanmoins, dans un univers aussi humiliant, aussi féroce, le jeune adolescent se pose la question de ses relations à autrui. Je me demandais souvent si je pourrais jamais, à supposer que je rentre un jour en Belgique, retrouver ma confiance en l'être humain. En avril 1944, les gardiens de la Wehrmacht sont remplacés par les SS. Je pensais à Jean Valjean dans Les Misérables, écrit le narrateur, qui avait connu le bagne pour avoir volé un quignon de pain. Mais nous, quel crime avions-nous commis? Sinon celui d'être nés juifs, lourde faute que les féroces SS allaient nous faire payer très cher. Au travail, les coups tombent encore plus drus si c'est possible, et le catalogue complet des insultes y passe. Comment croire que la plupart de ces monstres étaient chez eux, de bons époux et des pères de famille ordinaires, se comportant comme des êtres humains? À l'approche des Russes en janvier 1945, les SS font sortir un long cortège du camp de Blechhammer Auschwitz III. Les détenus le quittent alors définitivement, pour une marche forcée dans la neige et le froid. Souffrant de tous leurs membres, épuisés, ceux qui ne pouvaient pas suivre mouraient au bord des routes ou étaient achevés à bout portant par les SS. À Grossrosen, ils reçoivent l'ordre de monter dans des wagons sans toit dans le froid et sous la neige. Henri Kischka, qui soutient son père depuis le début, voit celui-ci tomber en agonie, arriver au bout de ce qui avait été son voyage, et se sent orphelin, abandonné dans le wagon de la mort à presque 19 ans. Qu'avions-nous fait au monde, éternelle victime, bouc émissaire, pour mériter un tel sort? Le monde ignorait-il ces massacres, ce génocide ignominieux? Allions-nous crever sur place dans l'indifférence de ce monde cruel? Voilà les pensées qui m'assaillaient dans ce train qui roulait vers quel destin. Après avoir échappé au bombardement des Alliés, le convoi arrive à Buchenwald avec l'angoisse que les SS veuillent en finir avec eux. Un matin, des capos rentrent dans le bloc et avec calme leur ordonnent de s'aligner dehors avant de les emmener dans une baraque qui leur était inconnue. Tous ces squelettes sont entassés sans pouvoir s'allonger pour dormir. Au bout de 3 jours, ils les font sortir et leur expliquent les raisons de cet emprisonnement. Les capos communistes allemands nous avaient enfermés durant ces 3 interminables journées, pour nous soustraire aux rafles. Je devais reconnaître qu'ils avaient mis en pratique un véritable principe de solidarité. Le camp est libéré en avril 1945 et les déportés, ces cadavres morts-vivants, l'expression est de Henri Kischka qui pèse 40 kg pour 1,75 m, sont de retour au mois de mai à Bruxelles. Tout au long du récit d'Henri Kischka, se pose la question de savoir pourquoi sa famille, son entourage, les déportés dans les camps ont été l'objet des persécutions nazies. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui est en cause. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être des hommes, les hommes qu'ils sont. Ils ne coïncident pas avec les Aryens,
au regard de l'idéologie fondée sur l'obsession de la pureté de la race érigée en idéal. Disqualifiés par les nazis et nommés comme des déchets, des bacilles infectieux, les hommes qu'ils sont doivent être détruits. L'homme au sac de ciment. La déshumanité est le processus qui détruit la qualité d'homme, et lui substitue celle de surhomme. Hitler le décrit comme un être cruel dont il dit avoir eu peur. Heydrich en serait-il le modèle? Nul ne le sait. La déshumanité produit de manière concomitante un face-à-face entre les nazis dominateurs tout-puissants et la masse des opposants et des sous-hommes que sont les juifs, les tziganes, les asociaux et les slaves. Elle n'est pas l'inhumain qui fait encore partie de l'humanité, jugé à partir du fait d'humanité, mais un trou dans l'humanité. Elle coïncide avec le processus qui détruit toute apparence humaine en supprimant toute ressemblance. La langue rend visible la déchéance d'un être de sa qualité de semblable. Stück, Schmutzstück, Schwein, Nartennebel, terrasse, Verfügbar, ver. Respectivement, morceau ou pièce, injure signifiant ordure ou saleté, injure pour cochon. Nuit et brouillard est l'expression pour désigner une catégorie de résistants déportés qui doivent disparaître sans laisser de traces, commando chargé de travaux de terrassement, détenus disponibles, non affectés à un commando, détenus de droit commun portant le triangle vert. Cette langue désigne des personnes qui ont perdu leur qualité d'homme, des choses qui sont définies par rapport à une couleur, un tatouage, une disponibilité de main-d'œuvre, un travail à réaliser, une chose à détruire sans laisser de traces ou des animaux synonymes d'ordure et de saleté. De ce fait, le détricotage de l'humanité ne s'oppose pas à l'inhumain, mais supprime la catégorie de l'inhumain en rendant le semblable dissemblable, en le chosifiant. Ce qui se défait de l'humain n'est pas de l'ordre du monstrueux, car le monstrueux est encore de l'humain comme le souligne Hannah Arendt. Le processus de déshumanisation fait éclater la notion d'humanité. Il poursuit l'effondrement de la culture européenne, déjà à l'œuvre durant la situation de belligérance au début du XXe siècle. Les événements de 1941 sont marqués en Ukraine par l'intervention des Einsatzgruppen et par l'apparition des premiers centres de mise à mort à la chaîne, sans exemple dans l'histoire de l'humanité. Ces centres, écrit Hilberg, n'avaient pas d'ancêtre administratif, mais ressemblaient en revanche au rouage compliqué d'une usine moderne. Ils font partie d'un cycle qui a très certainement commencé dans les boucheries de la Première Guerre mondiale, notamment avec l'utilisation de l'arme chimique, mais qui change de nature dans la mesure où sont exterminées certaines populations assimilées par Hitler au bacille de la peste. Un consensus existe chez les historiens sur cette mise en perspective. Dès 1940, date de publication du dernier volume du roman Les Thibauts qui porte sur la guerre de 1914, Roger Martin Dugard fait déjà cette analyse. Pas de sécurité en Europe, tant que ne sera pas déraciné l'impérialisme germain. Tant que le bloc austro-allemand n'aura pas fait son évolution démocratique. Tant que ne sera pas détruit ce foyer d'idées fausses parce qu'opposées aux intérêts généraux de l'humanité. La mystique impériale, l'exaltation cynique de la force, la croyance à la supériorité de l'Allemand sur tous les autres peuples et au droit qu'il a de les dominer. Et Hélène Baird, jeune étudiante parisienne, devant les événements qu'elle relate dans son journal, se pose en 1943 la question qui interroge le narrateur du roman en 1918, à propos d'un discours de Victor Hugo contre les despotismes. Est-ce une raison parce qu'on prenait déjà la suppression des despotismes et la limitation des armements il y a 50 ans pour désespérer de voir l'humanité sortir enfin de l'absurde? La civilisation européenne s'est niée dans la guerre industrielle de masse, qui a détruit ses valeurs morales et religieuses. 25 ans à peine, écrit Thierry Lévy, sépare l'invention de la grande industrie du carnage tournant à un régime dans la Première Guerre mondiale et l'ouverture des camps de la mort. Et la continuité à défaut d'identité est certaine qui va des boucheries patriotiques à la destruction d'une race maudite. Et c'est bien l'Europe, une société hautement civilisée au XXe siècle, qui a été le lieu de cet effondrement. Les pays arabes, par exemple, n'ont pas connu cette catastrophe et ne peuvent donc pas en vivre les mêmes conséquences. Cette autodestruction a ouvert la voie à d'autres destructions encore plus terrifiantes, en particulier l'étrange guerre à l'Est contre l'Union soviétique à compter de 1941, et dont Raoul Hilberg remarque qu'elle constitue une rupture dans l'histoire. L'invasion nazie de l'URSS était une guerre totale.
Elle impliquait la destruction des populations indigènes, pour repeupler le territoire d'Ariens. Le déshumain dans la guerre totale est marqué par la disparition de la politique, du droit de la guerre, des engagements internationaux, par des crimes contre la paix et la transformation de la guerre en moyen de conquête d'un espace au sens biologique du terme. La guerre n'est plus au service d'une politique de puissance d'un État, mais d'une politique de destruction et de terreur menée par un groupe d'activistes à l'échelle internationale. L'invention d'Auschwitz trouve ses racines dans l'activité administrative et militaire classique des États modernes qui brûlent des territoires, pillent, emprisonnent et déportent les populations. La guerre du Palatinat orchestrée par Louvois en fut l'exemple. Les guerres coloniales dont certaines furent des exterminations, ont aussi ouvert la voie aux technologies de destruction massive. Cette irrationalité, écrit Thierry Lévy, les nazis ne l'ont pas inventée, elle était déjà à l'œuvre dans la machinerie destructrice usinée par les États-nations. On trouve des décennies plus tard ce phénomène à l'œuvre au Rwanda dans des conditions très différentes et qui concernent toute la région des Grands Lacs. Les populations craignent les risques génocidaires pour elles-mêmes, et l'anticipent par des génocides de protection, explique André Guichawa qui dénombre 4 millions de victimes dans la région des Grands Lacs. La guerre à la machette des Hutus contre les Tutsis a été suscitée, à la suite de l'échec des accords d'Arusha de 1993, par des appels au meurtre provenant de la radio d'État pour se réaliser selon certaines heures dans la journée, le reste du temps étant dévolu à une vie quotidienne normale. La stratégie des génocidaires rwandais pensait freiner l'avance des troupes du FPR. Front patriotique rwandais, par les massacres des populations Tutsis. À partir du moment où un groupe d'activistes fanatiques usurpe l'appareil d'État, établit des opérations de classement, de cloisonnement, de division, de rejet des populations dites dangereuses, et qu'une idéologie racialiste s'empare du service public indépendamment des principes de réalité, de souveraineté, de constitutionnalité, on peut aboutir au génocide. La rationalité qui peut s'attacher aux Lumières doit être alors différenciée de cette rationalité instrumentale. Les Lumières, et le rapport de la langue à la raison, ont une autre couleur après la réalisation qu'a été Auschwitz, note Philippe Ménard. Et la rationalité ne peut suffire à qualifier les Lumières, pas plus qu'à caractériser la modernité, sauf à ne pas y distinguer la rationalité instrumentale qui a étayé les configurations modernes de la violence politique. Et si la raison dans ses errements peut se laisser déborder, il n'en reste pas moins pour Primo Levi que le sommeil de la raison ne peut qu'engendrer des monstres. Ce processus a sans doute commencé avant l'émergence de l'État moderne dès les premiers décrets du droit canon contre les Juifs au synode d'Elvira en 306 et ceux concernant les hérétiques. Le processus de déshumanisation est le produit de la collaboration décentralisée et déconcentrée d'administrations politiques, militaires et gouvernementales. C'est la grande leçon des recherches de Hilberg préparée grâce aux théories de son directeur de thèse Franz Neumann. Le travail de destruction n'a pas d'existence sans la planification bureaucratique qui l'organise à l'échelon le plus bas. Il y a un philum qui lie la non-reconnaissance des visages qui n'ont plus figure humaine et ne font plus partie d'un monde commun, aux opérations planifiées par des bureaucrates anonymes et à celles des destructions des preuves, traces et vestiges de l'extermination nazie. Vettelheim note que le pouvoir nazi utilise les camps de concentration pour briser les prisonniers en tant qu'individus, et aussi pour établir son autorité, susciter une angoisse dans la population afin de la dominer, et assurer le maintien de son pouvoir. Il s'agissait ainsi de répandre la terreur dans le reste de la population en se servant des prisonniers comme gage d'une bonne conduite, et en montrant ce qui arrive aux opposants des dirigeants nazis. Avec le nazisme, il n'y a plus d'idée de l'homme. Thomas Mann dans une interview explique que le communisme, aussi effroyable que soit l'image provisoire qu'il donne de lui, symbolise quand même une idée de l'homme, tandis que le fascisme hitlérien n'était pas une idée, c'était une turpitude. Car en fin de compte on ne peut nier que le communisme en question a su se déstaliniser. En Hongrie vit un Premier ministre qui aurait lui-même été jadis victime de la torture stalinienne, c'est possible et pensable. Mais qui pourrait imaginer un national-socialisme
Comme processus de déshumanisation, elle est concomitante d'un travail de refoulement et de justification de la construction organisée d'un mensonge. Au moment même où ils commandaient les opérations, ils entreprenaient un travail subconscient de refoulement et de justification. Ce refoulement est déjà actif dans le caractère oral de la décision de la solution finale, dont aucun décret ne pourra fournir la preuve. Il est facilité de surcroît par la latitude laissée au bureau décentralisé qui laisse peu de traces de la chaîne des décisions. Le travail du déshumain se manifeste en particulier dans la science nazie et l'eugénisme, avec l'exclusion de populations entières vouées au néant. La conception hitlérienne des Juifs n'est pas la constitution d'une sous-race ou de sous-hommes, mais on note la fréquence sous sa plume ou dans sa bouche des termes de bacilles et de parasites, et des notions d'élimination et d'annihilation. Dans ses propos de table, durant la guerre, ne s'est-il pas vanté d'être un nouveau pasteur, en arguant du fait qu'il avait découvert, lui, le virus juif ? Autant de termes qui désignent les nuisibles à la société. Les Juifs, les tziganes, les malades mentaux ont perdu toute ressemblance humaine, du fait de l'obsession des nazis de la pureté du sang allemand. Un domaine des sciences dites exactes va apporter son soutien à l'idéologie, s'appuyant sur l'obsession de la pureté raciale. Si l'expression de science nazie a un sens, c'est bien lorsqu'elle se rapporte à l'eugénisme, qui se veut la science de l'amélioration biologique de l'espèce humaine et qui regroupe en Allemagne plusieurs domaines. L'anthropologie physique, certains courants de la psychiatrie et la biologie héréditaire, la future génétique. Toutes ces branches avaient une tradition qui a préparé le terrain à la politique du régime nazi et lui a fourni les moyens de la mettre en pratique. La question du sang prépondérante dans la sélection biologique se déploie dans un espace totalitaire. Identique pour 80 millions d'Allemands, remarque Jean-Jacques Moscovitz, ce sang implique la fixité et l'inamovibilité, la disparition du temps, l'abolition du sexuel dans la parole, l'appel, le partage, l'amour puisque la différence en a été effacée, un même sang pour l'homme, la femme, l'enfant. On peut penser le père symbolique comme ce qui fait lien. Homère fait dire à un Ulysse en loques et méconnaissable, de retour à Ithaque, sauvé des chiens et accueilli par le porcher Eumée. Que Zeus le père Eumée t'aime comme je t'aime, puisque dans mon état tu daignes me combler. Nous sommes tous les nourrissons de Zeus. On reconnaît l'autre comme un égal, un alter ego, un autre comme nous. Mais à partir du moment où on tue le père symbolique, il n'y a plus de lien, plus d'humanité. Les nazis considèrent qu'ils viennent d'un peuple nordique. Ils nomment l'origine, il n'y a plus de père symbolique, c'est le sang qui est le commun dénominateur des Aryens. C'est une mystique du sang, et c'est ainsi qu'ils se reconnaissent Aryens. Les lois raciales apparaissent alors comme des lois de séparation. Ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie ne sont plus des humains, mais des déchets. Autrement dit, l'humanité tombe. Bruno Bettelheim donne un exemple de rationalité avec le cadre scientifique et légaliste dans lequel opéraient les médecins, les chercheurs et savants. Ils faisaient des expériences scientifiques sur des humains dont ils prévoyaient la mort au cours même de ces expériences. Bruno Bettelheim rapporte que l'orgueil professionnel prévalait sur les fins auxquelles il servait. Ce type d'orgueil professionnel, est caractéristique d'une société moderne où la fascination de la compétence technique a étouffé le sens humain. Auschwitz n'existe plus, mais tant que persistera cette attitude, nous ne serons pas à l'abri d'une indifférence cruelle à l'égard de l'essence même de la vie. En outre, les disciplines qui s'inscrivent dans la science de l'amélioration biologique de l'espèce humaine cherchent à construire, à ériger un homme au service d'un idéal suprême qui lui enlève toute humanité, n'ayant plus rien à voir avec le commun des mortels. Le déshumain dans les camps est le travail des nazis qui essayent d'usiner les détenus en des sous-hommes, les déchétisent. En amont des camps déjà s'organise le processus de déshumanisation. Un processus d'identification permet de reconnaître les populations ciblées en leur supprimant progressivement leurs droits, en leur imposant des interdits d'exercer une profession, de sortir, d'accéder aux lieux publics, en les restreignant dans leur possibilité de vivre jusqu'à leur rendre la vie impossible, en les désignant au vu de tous comme des illégaux. H.G. Adler, dans son ouvrage Un voyage, évoque avec ce qui ressemble à de l'ironie et à une distanciation littéraire ceux qu'on oblige à se soumettre au commandement « tu n'habiteras pas » et qui finissent par devenir eux-mêmes des interdits. H.G. Adler utilise dans son œuvre la stratégie de la rupture qui déstabilise le lecteur.
Dans un renversement saisissant et une métamorphose spectaculaire, les interdits qui sont les victimes du système nazi deviennent des coupables. Accusés de corruption et de vol, leur spoliation et exclusion sont ainsi justifiées. Une fois identifiées, ces populations sont emmenées et regroupées en des lieux publics. Avant d'être triées et déportées, les interdits se rassemblent dans la cour et forment des rangées de 4. Ce sont au total 1000 anciens êtres humains. Face aux interdits se tient le héros dont les ordres ont été observés à la lettre, et dont le maintien de l'ordre tient de l'arbitraire, jusqu'à l'expulsion des populations désignées par un pronom impersonnel, ça. Lorsque le héros eut fini l'inspection, il hocha la tête avec satisfaction. L'honneur de l'autorité était glorifié, seule la grâce faisait en sorte que ce qui était interdit devint autorisé. Chargez-moi tout ça. Enfermés dans des wagons à bestiaux, ils sont totalement à la merci de leurs bourreaux. Ignorants de leur destination, de la durée de l'acheminement, entassés et manquant de tout, les déportés sont assimilés à des animaux rendus dociles. H.G. Adler construit un dialogue imaginaire que les nazis leur adresseraient. Chers petits moutons, faites donc bon voyage, mais ne chantez pas trop fort et ne passez pas la tête à l'extérieur du train en marche, car l'escorte tirera sans sommation sur les curieux. Le processus de déshumanisation à l'arrivée au camp est marqué par des étapes successives. Les hommes sont englués de peur, hantés de soif, avec des gestes hallucinés et raides de mécanique enrayée. Massés près des portes ouvertes, haletantes, la foule constitue une vague qui se déverse sur le quai. On enlève aux arrivants leurs paquets, leurs affaires en un tas qui grossit, formé de valises, plaids, de sacs à main ouverts qui montrent des billets de banque, de l'or, des montres. Dès la descente du train à Auschwitz, sur la rampe du quai, s'effectue la sélection pour le travail et l'extermination immédiate. Ceux qui vont au camp, les jeunes et les bien portants sont séparés de ceux qui vont au gaz. Les camions partent avec leur chargement de femmes et d'enfants, de vieux, d'infirmes, de malades, de tous ceux qui sont épuisés par la fatigue du voyage dans les lamentations et les hurlements. Néanmoins, comme le rapporte Elie Wiesel, le tri n'est pas toujours mécanique car il peut recourir à des théâtralisations. Il relate la procession d'hommes valides qui s'avancent, se rapprochent d'une fosse brûlante aux flammes géantes où des camions précipitent des personnes. Finalement, la file est détournée vers la gauche à 2 pas du trou béant, d'où se dégage une forte chaleur. Ce stratagème leur signifie leur destination finale et les terrorise. « Jamais je n'oublierai cette nuit », écrit Elie Wiesel, la première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et 7 fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants, dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Laisser planer le suspens entre la vie et la mort, faire croire qu'ils vont mourir alors qu'ils vont vivre, c'est réduire l'humanité défaite à la libre disposition des SS sans loi aucune. Puis après la tonte implacable, suivent des douches exaltantes, écrit David Rousset, où les pantins se congratulent. À Birkenau, les femmes dénudées, pressées les unes contre les autres, contraintes de rentrer dans un petit amphithéâtre où souffle un vent chaud, suent, étouffent. Leurs larmes, leurs morves, leurs sueurs se mêlent et s'étalent sur leurs visages et leurs mains. Une femme fait brusquement une grosse hémorragie, règle ou fausse couche, et reste hébétée, rapporte Odette Abadi. Les coups et les injures du capot tombent. Puis c'est la découverte d'un attirail de défroque digne d'une cour des miracles, jusqu'à ce que le troupeau se presse dans la boue. En une heure cocasse, l'homme a perdu sa peau. L'ensemble de ce rituel d'entrée vise à briser toute capacité de résistance, à anticiper toute résistance, favorisant chez le nouveau détenu un effondrement moral. Au terme de ce processus, le genre humain disparaît. Les personnalités s'effacent, il ne reste plus qu'un misérable troupeau de femelles. La déchéance est la perte de toute apparence car progressivement disparaissent les expressions, les visages, les gestes qui font l'apparence humaine, et se perd toute ressemblance avec un semblable sous la pression des SS. Dans le système concentrationnaire, s'ajoute au traumatisme de l'entrée pour les nouveaux prisonniers les relations aux autres prisonniers plus anciens eux-mêmes victimes qui sous la pression des SS sont marquées selon Primo Levi par une lutte désespérée, dissimulée et continuelle. Tout était fait pour asservir ou éliminer le peuple dit inférieur, en lui infligeant sans cesse des souffrances et pour le pousser à avoir un comportement qui ne pouvait pas être pour les nazis celui d'un être humain mais d'une bête. Ainsi,
À la pudeur violée, à la nudité exposée, s'ajoute la même sensation d'abaissement avec le manque de cuillère. Pas de cuillère obligeait à laper comme un chien sa soupe. Il fallait s'en procurer au marché noir avec comme monnaie d'échange sa propre ration de pain ou de soupe. Or, à la libération du camp d'Auschwitz, on découvrit dans les magasins des milliers de cuillères en matière plastique, en aluminium, en acier et même en argent qui venaient des bagages volés aux détenus dès leur descente du train. Le paroxysme de perfidie est atteint avec les Sonderkommando, qui sont les groupes de prisonniers chargés de gérer les fours crématoires. À Auschwitz, ces équipes spéciales étaient constituées de juifs, comme s'il fallait démontrer que ces sous-hommes qui en mettaient d'autres dans les fours pouvaient se détruire eux-mêmes. Primo Levi décrit 3 sortes de traumatismes à l'arrivée au lager. Le manque de solidarité entre des populations venues de toute l'Europe et jetées brutalement dans une situation qu'elles ne comprenaient pas, l'incapacité à employer la langue allemande, et le hurlement des ordres sans aucun sens. Cependant, ces généralisations établies par Primo Levi valent pour lui au moment où il arrive dans le camp et dans le camp particulier où il se trouve. Il n'en est pas de même pour Henri Kischka, un jeune déporté juif qui évoque essentiellement le système mis en place par les nazis, et les comportements qu'il suscite de ce fait chez les nazis et chez les détenus. Primo Levi veut analyser les faits et ainsi écrire à partir de sa formation de chimiste, faire une théorie, comme ailleurs Hannah Arendt. Il n'y a pas de théorie générale des camps, d'où l'on pourrait tirer une anthropologie ou une confirmation expérimentale du social-darwinisme. Les lagers ne sont pas des témoins reconstitués d'un état naturel. D'ailleurs, il est frappant de voir Primo Levi répondre à Ferdinando Camon que le lager n'est pas un miroir de la structure de la société, mais un miroir déformant qu'il faut se garder de comparer avec le monde tel qu'il est. La notion même de nature humaine utilisée par Arendt quand elle parle des atrocités totalitaires qui en seraient les laboratoires imparfaits, est très critiquée, notamment par Éric Vaugelin qui ne pense pas qu'un changement de la nature humaine visé par le système totalitaire soit observable par une expérimentation dans un laboratoire global. Éric Vaugelin objecte à Arendt que la nature est un concept philosophique. Il désigne ce qui identifie une chose. Si on en change la nature, on détruit la chose. Cette dispute montre les impasses d'une approche sociologique globale des camps et du concept même de totalitarisme. Dans ce processus de déshumanisation, le corps rendant visible et manifeste l'humanité de l'homme est l'objet de toutes les exploitations, ravalé à l'état de choses dont les nazis peuvent user et abuser. Rien ne m'émeut autant, écrit le narrateur, que la vue d'un homme endormi sur sa part de grabat, à la place qu'il doit occuper parce qu'il a un corps. Le corps, ils l'ont exploité autant que faire se peut. Il en est ainsi avec le tatouage sur la peau pour économiser un collier, le temps compté la nuit pour dormir et le jour pour travailler et manger, le minimum de nourriture pour ne pas mourir de manière improductive, un lieu pour se poser qui est le chalit mais rien n'appartient aux détenus. Avec la maladie, la chemise et tout le reste sont enlevés. Avec la mort sont arrachées les dents en or déjà comptabilisées dans des registres. Une fois le corps brûlé, les cendres vont servir à fertiliser ou assécher les marais. Ailleurs le corps fera du savon, la peau humaine sera utilisée pour des abat-jours, les os pour des bibelots. Le travail dans les usines ou dans les mines est immense et profite à quelques-uns. Celui d'entre nous qui survivra devra un jour exiger l'équivalent de notre travail. Pas en argent, pas en marchandises, non, en dur travail de titan. Et puis il y a la gymnastique jusqu'à l'éreintement, les tortures, la mort tirée au sort dans un camp lorsque le nombre de nouveaux détenus excède le nombre fixe de rations à l'encontre des prisonniers en trop. C'est aussi l'allure humaine qui s'en va. La disparition de l'apparence passe par l'impossibilité d'accès à une image de soi. Le regard de l'autre sur soi qui disqualifie l'apparence ne renvoie plus une image humaine. Le sentiment de notre existence, écrit Primo Levi, dépend pour une bonne part du regard que les autres portent sur nous. Aussi peut-on qualifier de non humaine l'expérience de qui a vécu des jours où l'homme a été un objet aux yeux de l'homme. Si je pouvais expliquer à fond la nature de ce regard, par exemple le regard du SS porté sur le déporté, j'aurais expliqué du même coup l'essence de la grande folie du Troisième Reich. Le nazisme est ainsi le modèle de l'impossibilité de se donner une image humaine,
la disparition de son image, selon P. Fedida. Le regard contraint du détenu sur lui-même peut aussi ne plus réfléchir une image d'être humain. Lorsqu'un SS tente un miroir au prisonnier au cours des interrogatoires, pour lui ôter toute envie de résistance et le pousser aux aveux et l'avertir que s'il ne le fait pas, il n'aura plus Dieu pour se regarder, le prisonnier devant ce visage délabré qu'il ne reconnaît pas comme le sien, se sent trahi par son apparence qui ne lui appartient plus en propre mais qui porte la marque des traitements infligés par un autre sur lui, un SS. Il eut un haut le cœur. Ce visage lui était plus étranger que celui de Lèche. Cette chose bleue, jaune, tuméfiée et amorphe, suis-je vraiment obligé d'en être le porteur jusqu'à la fin de mes jours? Les blessures peuvent guérir, les ecchymoses et les bosses auront beau s'estomper, les petites vénules rouges disparaître du blanc de mes yeux. Une certaine réalité de mon visage m'a été dévoilée. Je me méfierais de lui. Je le haïrais ma vie entière comme un jaloux qui n'oublie jamais la seule nuit passée par sa maîtresse dans les bras d'un autre. C'est donc à cela que peut servir un visage, mon visage. C'est une libération. À la libération, le regard des officiers britanniques renvoie à l'horreur pour qui ne s'est pas vu dans un miroir depuis 2 ans, date de l'arrivée au camp de Buchenwald. Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi, leur épouvant. La décomposition de l'expérience de l'existence humaine empêche de se former une image de soi. Devenir apathique, rendre l'autre apathique, perdre toute empathie, toute capacité même de désespoir, ne plus se sentir suffisamment vivant pour pouvoir se supprimer, Primo Levi relève du processus de destruction. Ne plus avoir peur, ne plus avoir la place pour cette expérience est de l'ordre de la déshumanisation. Quand la figure de la mort n'est plus accessible comme représentable, c'est aussi la délitescence de ce qui est humain. Des hommes mouraient partout mais la figure de la mort avait disparu, écrit Jean Améry. Peu ou pas de suicide dans le lager. L'impossibilité de penser, la lente désagrégation des idées, de tout ce qui fait la raison d'être et qui présageait une débâcle complète de l'homme, écrit David Rousset, participe de la destruction de l'être humain. Ce qui fait coupure d'avec l'humanité supprime la reconnaissance d'autrui comme un semblable. À la fin de la dernière guerre, des gens venaient présenter aux rescapés regroupés à l'hôtel Lutetia à Paris des photos proches déportés dans les camps datant d'une époque où ils avaient encore une allure humaine. Et les rescapés disaient comme Robert Antelme, qu'ils je ne reconnaissais rien. La reconnaissance qui est liée aux apparences était impossible car les apparences au sein de ce qui s'engage dans l'échange entre deux personnes, visage, expression, geste avaient disparu. Il n'y avait plus de monde commun. Le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, aura attendu en vain tous les trains de déportés gare de l'Est qui rentraient d'Allemagne à la fin de la guerre en espérant reconnaître une silhouette familière. Georges Clerc évoque son oncle Paul qui était un homme grand et fort, de bonne humeur avant-guerre, et qui au retour de Theresienstadt en 1945 était un homme brisé, un robot, un automate, aux prises avec un fort sentiment de culpabilité. Il essaya à 3 reprises de mettre fin à ses jours, et mourut en 1948, après avoir été renversé par un train. Ce qui se défait de l'humanité revient à l'annihilation de toute ressemblance avec un semblable. À côté des nazis, 2 soldats pour 25 détenus, le doute vient aux prisonniers. Les nazis sont-ils des semblables, faits de la même substance humaine? Mais il me vint à l'esprit que ma façon de voir pouvait être erronée, écrit Imre Kertész, puisque c'est moi qui n'étais pas de la même substance naturellement. Les nazis et les détenus vivent côte à côte dans des mondes étrangers, clivés mais des rapports sont institués et établis entre eux. Cependant, il a pu arriver que les SS aient besoin de se prouver que les Juifs ne sont pas des hommes par des moyens qui montrent que ce sont des hommes. Ainsi, un SS à Auschwitz tenait ostensiblement au bout d'un bâton un bout de pain pour se moquer des détenus affamés dont il attendait une réaction. En revanche, dans l'attente de l'arrivée d'un convoi à quai, SS et détenus se retrouvent, les uns pour surveiller la bonne marche des opérations, les autres prêts à l'ouverture et au déchargement des wagons, mais ils sont séparés. Des motocyclettes arrivaient en pétaradant, écrit Tadeusz Borowski, amenant des sous-officiers SS couverts de l'argent de leur décoration, des hommes gras, bien nourris, avec des bottes reluisantes et des visages de rustres épanouis. Certains portaient des sacoches, d'autres maniaient de souples baguettes de roseau. Cela leur donnait un air officiel et énergique.
Ils se saluaient du salut officiel, en tendant le bras à la romaine, puis se serraient cordialement la main droite, échangeaient de chaleureux sourires, parlaient des lettres, des nouvelles qu'ils avaient reçues de chez eux, de leurs enfants, ils se montraient des photographies. Les détenus n'étaient pas loin. La foule en pyjama rayé était couchée près des rails, dans les étroites bandes d'ombre. Elle respirait péniblement, parlait dans ses multiples langues, regardait avec paresse et indifférence les hommes majestueux en uniforme vert, la verdure des arbres proches et inaccessibles, le clocher d'une petite église lointaine où l'on sonnait l'Angélus avec retard. L'Angélus sonne comme si rien ne se passait, comme si rien n'avait changé. Le processus de déshumanisation consiste à dissoudre toutes les formes de l'humain et ajoutons-nous, bien entendu la langue. La destruction passe ainsi par l'institution d'une langue unique, celle des nazis, et l'abolition de toute langue autre que celle qui règne dans le lager. Il existe une barrière entre celui qui la comprend et celui qui ne la comprend pas et qui ne parvient pas à se faire comprendre. L'un sera sauvé, l'autre pas, rapporte Primo Levi dans un entretien. L'incompréhension des ordres avec pour conséquence des coups, celle de la possibilité de changer de chaussures ou de pouvoir se raser avec comme corollaire le fait d'arriver toujours les derniers, l'impossibilité d'exprimer un besoin. Et moralement aussi, dit Primo Levi, c'était un effondrement total. À mon avis, parmi les causes premières de tant de naufrages dans le camp, la langue, le langage figuraient en tête. Parler une autre langue, du point de vue des jeunes nazis qui avaient appris que la seule civilisation qui existât était allemande, c'était parler une non-langue employée par ceux qui n'étaient pas des hommes. La destruction comme défaisance, délitescence d'une ressemblance du semblable affecte la langue elle-même. Le fait même d'être considéré comme des choses, des bêtes et non comme des hommes se retrouve dans la langue. En allemand, le verbe essen souligne l'acte de manger pour un homme. Fressen indique l'acte de manger pour un animal, soit bouffer. Les détenus dans le lager utilisaient le mot fressen, comme si la perception de la régression à l'état d'animal était déjà répandue parmi nous tous, rapporte Primo Levi. La langue peut aussi instaurer un neutre à la place du féminin pour nommer les détenus. Lorsqu'un soldat demande « Comment voulez-vous qu'on évacue ça ?» il désigne des femmes qui rampent sur la terre, lentement, machinalement presque, sans aucune expression humaine dans leur regard vague, avançant sur les mains et sur les genoux vers on ne sait quel but, comme si elles étaient des bêtes de la préhistoire dont on ignore les motivations. Dans la langue des nazis, les détenus sont réduits à n'être que des objets partiels, des morceaux, ou encore de la vermine à éliminer, encourageant ainsi toutes les formes de dégradation et de violence à leur encontre. Je décris la destruction progressive de ce qui constitue un être humain, de sa dignité, de sa relation avec les autres, de ses droits les plus élémentaires. Nous sommes des stucks, c'est-à-dire des morceaux. N'importe quelle surveillante et même les policières de camp, les chefs de baraque, détenus comme nous, peuvent impunément nous injurier, nous frapper, nous piétiner à terre, nous tuer, ça ne sera jamais qu'une vermine de moins. H.G. Adler associe les détenus à des spectres dont les tenues ne tiennent pas autour des corps amaigris et décharnés. Ce ne sont plus des hommes, même s'ils sont vivants. Ce sont des déchets dont la fonction consiste à ramasser dans un corbillard les immondices des maisons de la ville, et imprègnent leur être pour les habitants. Cette désignation est le fruit des interdits qui ont conduit à l'expulsion de toute habitation ou propriété justifiée par des accusations de corruption, de vol et de profit caché. Vous êtes des déchets, et les déchets ne se conservent pas entre des tables et des lits, entre des objets et des armoires. Le déchet se mêle au déchet, le péché au péché. Tout cela est un brouet écœurant, tout juste bon pour les vers qui accélèrent sa décomposition. Ils sont assimilés par les habitants au rebut, destinés à être éliminés. À Auschwitz, l'homme privé de tout, l'homme vide et réduit à la souffrance est le résultat d'un processus qui revient selon Primo Levi à la démolition d'un homme. Les détenus n'ont plus de nom mais un numéro, ils sont désignés comme pièces, morceaux, ou dans des formules impersonnelles, tout était terminé pour désigner un assassinat collectif. Il était interdit d'employer le mot mort ou victime, parce que c'était exactement comme un billot de bois. Les êtres humains à tuer sont toujours désignés comme le chargement, les pièces, ou pas désignés du tout. 97 000 ont été traités. C'est aussi l'aboutissement d'un processus. Le processus de déshumanisation n'est pas le même selon le genre.
Alors que l'existence des détenus varie d'un camp à l'autre, au sein du même centre d'extermination d'Auschwitz, à la même époque, les conditions de vie des détenus sont différentes selon qu'ils sont des hommes ou des femmes, dans la description rapportée par le personnage principal Tadeusz dans l'ouvrage intitulé Le monde de pierre. Les femmes sont moins bien loties, le processus de destruction est pire. À Birkenau, dans le secteur C inachevé et inoccupé, le marché persan était ainsi appelé car les femmes portaient des robes d'été colorées avec des mouchoirs bigarrés, et le terme persan se référait à l'exotisme. Le camp n'était pas achevé et manquait de tout. Les conditions de détention évoluent au fil du temps à Auschwitz et à Birkenau. Les assassinats et les coups qui au début étaient continuels devinrent épisodiques, les positions dans le sommeil sur ordre, les appels interminables disparurent, la réception de colis, des poches aux vêtements voire même le port de vêtements civils devinrent possibles. Plus les choses tournaient mal au front pour les Allemands, et mieux les choses allaient dans le camp. Alors que pour les femmes au marché persan, on retrouvait les conditions du camp d'Auschwitz de 1940. Pas de cuillère, une soupe qu'on ne mangeait plus depuis longtemps chez les hommes, un appel durant des heures, un café froid, un appel du soir dès 3 heures de l'après-midi avec le dîner, la sélection et la quête des femmes enceintes pour la visite chez le médecin qui n'était autre que la route vers les chambres à gaz. Au moment où les forces alliées débarquaient sur les côtes françaises, où le front russe allait se déplacer et avancer jusqu'aux abords de Varsovie, chez nous, nuit et jour, des files de trains bondés attendaient à la gare, des gens marchaient à n'en plus finir. Du bois montaient des flammes qui illuminaient le ciel, et avec les flammes montait un grand cri humain. Lorsque le marché persan en plus du camp Tzigane et du FKL, camp pour les femmes, ne suffirent plus à contenir la masse des femmes sélectionnées parmi ceux qui marchaient, un autre camp s'ouvrit, le Mexique, inachevé lui aussi. Dans le travail aussi, tous ne sont pas égaux et la différence pour les nazis se fait en défaveur des femmes dont la main-d'œuvre est moins chère, plus facile à remplacer et qui sont donc sous-alimentées. Le collapsus de l'humanité passe par la décomposition de la civilisation ou de la culture. Le travail humain, facteur de civilisation, est aboli au profit d'un asservissement de l'être rendu à l'état de machine. La description de la masse regroupée à Buchenwald en un ensemble indistinct dans le dénuement révèle la perte de son humanité. Tout un peuple nu, écrit David Rousset, est intérieurement nu, dévêtu de toute culture, de toute civilisation, armé de pelles et de pioches, de pics et de marteaux, enchaîné aux lorraines rouillées, perceurs de sel, déblayeurs de neige, faiseurs de béton. Un peuple mordu de coups, obsédé des paradis de nourritures oubliées, morsure intime des déchéances, tout ce peuple le long du temps. L'avènement de la sauvagerie dans les relations humaines qui découle des conditions instaurées par les nazis pour survivre, se manifeste entre détenus. De nombreuses histoires relatent l'autorité et la cruauté des capos, notamment les prisonniers de droit commun, dont la brutalité convenait aux nazis. À Bergen-Belsen, lorsque les transports d'Auschwitz arrivent exténués de faim et épuisés, des femmes ukrainiennes encore vigoureuses attaquent les infirmières d'autres nationalités qui sont allées chercher les cuves de soupe pour les voler, obligeant ces dernières ensuite à s'armer de bâtons pour cette tâche. Avons-nous jamais été timides et douces, écrit Odette Abadi. Nous sommes devenus sauvages. Ici seule compte la loi du plus fort, il faut se défendre pour vivre. Nous tremblotons de froid. Qu'elle nous semble bonne, la soupe chaude, et comme nous les comprenons, ces filles affamées qui essayaient de nous la prendre. L'affaissement de la civilisation, de la culture passe aussi par l'instauration de relations entre hommes et femmes détenus qui répondent au système de survie imposé par les nazis, en le volant et trichant avec lui à la condition de ne pas se faire prendre. Dans un camp de femmes qui n'est pas terminé près du camp de travail des hommes, rapporte Borowski, un commando de détenus sur ordre construit une route en pierre, s'occupe des canalisations et des lavabos installés depuis peu dans toutes les sections de Birkenau. D'autres apportent des couvertures, des édredons, des ustensiles en fer blanc à la disposition du chef administrateur SS et qui sont volés par les hommes qui travaillent sur les lieux pour le marché persan. Et quand il n'y a pas d'ordre, les affaires se font entre eux. Les cabanes des chefs de bloc eurent leurs toits couverts de carton et de goudron organisés, et payés par les chefs de bloc au capot, au commando Führer, aux prominentes du commando de différentes façons. En or, en nourriture, avec des femmes du bloc, voire de leur propre personne. Chacune voyait. Nous calfeutrions les toits,
Les électriciens posaient l'électricité, les menuisiers construisaient les cabanes et des meubles pour ces cabanes avec du bois organisé, et les maçons apportaient de petits poêles en fonte volée qu'ils scellaient à l'endroit voulu. L'un d'eux s'explique. Moi, je couvre des toits et je veux survivre au camp. L'avènement de la vie dans ces conditions extrêmes d'existence perd tout son sens. Si le nouveau-né suscite l'amour chez sa mère, il peut provoquer dans son entourage davantage de distance, compte tenu que ce nourrisson devra porter son histoire issue d'un camp et qu'il a peu de chances de survivre. L'accouchement peut être un non-événement et susciter de l'indifférence chez les femmes qui sont dans le même bloc que la parturiente. Dans cette désagrégation totale, toute hiérarchie de l'âge entre le vieillard et l'adolescent est détruite, les positions sociales n'ont plus de sens. L'homme se défaisait lentement chez le concentrationnaire. La destruction de l'humanité est particulièrement manifeste dans le récit extrême qu'en donne Kertész, où toute personnalité du détenu est détruite pour un asservissement absolu au processus de travail et une soumission totale aux soldats de l'organisation Todt, avec un sac de ciment. Le personnage principal Giurka, à bout de force, vit comme tout autre prisonnier la privation de nourriture au point de s'identifier tout entier à un trou, à un gouffre, est atteint de la gale, regarde son corps, lui qui a 15 ans devenir difforme et étranger et devant l'impression de désespoir qu'il suscite, il ne se déshabille plus pour se laver. Il souffre de ses sabots, de la diarrhée, il subit les coups habituels excepté une fois à la corvée de ciment. Giurka porte un sac de ciment qu'on lui a mis sur le dos jusqu'au camion où on le lui prend. Ayant trébuché, il le fait tomber et un soldat en uniforme jaune de l'organisation Todt pour la surveillance du travail a remarqué qu'il avait laissé choir un sac de ciment qui s'écoule sur le sol. La description de la marchandise est sans commune mesure avec la faiblesse du détenu, elle est marquée du sceau de la valeur et du respect du point de vue du nazi. L'emballage en papier s'est déchiré et voici que par le trou, se déverse, tombe dans la poussière le contenu, le matériau, la valeur, le précieux ciment. Le détenu est frappé, envoyé au sol comme la marchandise mais volontairement et violemment, le visage enfoncé dans le ciment comme pour récupérer la précieuse matière. Le soldat, il voulait de façon délirante que je le ramasse, le racle, le lèche. Mais surtout il reste toute la journée sous le regard de ce soldat. Il veut lui donner une leçon de travail bien fait, telle qu'il ne laissera jamais plus tomber un seul sac. Il s'occupe personnellement de lui en lui mettant lui-même sur le dos sac après sac sans relâche tout au long de la journée, et n'a Dieu et de soucis que pour lui. Giurka transporte ses sacs sans les renverser en titubant, toujours sous son œil. Finalement naquit entre nous une sorte de connivence, nous n'avions plus de secret l'un pour l'autre, je voyais sur son visage presque une sorte de satisfaction, d'encouragement pour ne pas dire de fierté, et d'un certain point de vue je devais bien le reconnaître à juste titre en définitive, et en fin de compte, je dus l'admettre, cela lui donnait raison. La déshumanité est en liaison avec une totale dépendance à l'autre, contre son humanité dans la spoliation de son intimité au sein d'un système organisé. Le détenu est dépossédé de son intimité, sous le regard omniprésent du garde. Le staccato des phrases, les parallèles entre le détenu et un sac de ciment rendent compte de l'assujettissement du prisonnier à la marchandise, au travail. Les répétitions dans le style pourraient témoigner des hésitations à formuler une conviction qui devient peu à peu de plus en plus assurée, qui va à l'encontre de ce que l'on pourrait attendre ou imaginer du point de vue du détenu. Non seulement il est dessaisi de toute intériorité mais en plus il accorde crédit à l'idée de se retrouver du côté du soldat, du côté du nazi, contre son propre intérêt. Tout se passe comme si le détenu devenait alors identifié à ce qu'espérait le soldat, identifié à un processus de travail excluant toute humanité au profit de la seule productivité, et finissait par en prendre acte. L'écriture d'Imre Kertész va à l'encontre des idées louables que l'on pourrait avoir sur le processus de victimisation des prisonniers, pour laisser place à des sentiments que le lecteur n'attendrait pas dans cette situation, qui apparaissent étranges et qui dérangent celui qui lit au sens d'une mise au travail. Entmenschten. Jean Améry définit le système nazi du côté des nazis et des détenus, en utilisant des termes qui se rapportent à la privation, à une coupure d'avec l'humanité. Pour les premiers, il emploie le vocable Entmensch. On ne contemple pas le spectacle de l'homme déshumanisé, qui réalise ses exploits ou ses crimes monstrueux,
sans que tous les concepts innés de dignité humaine soient remis en question. Le mot allemand Entmenschten signifie que son humanité l'a quitté, c'est l'apparence de l'homme sans être humain. Au terme Entmenschten du nazi correspondent ceux d'entelert, vidé, d'enblöbet, dénudé, ausgeplündert, dépouillé pour le détenu. L'homme déshumanisé est celui qui, dénué d'humanité envers un autre, enlève ce qu'il y a d'humain chez autrui pour en faire un être dénudé, dépouillé de tout, vidé, désorienté. Marguerite Duras a décrit l'attente du retour des déportés au sein de la cohue et des vexations. Elle a noté l'étrangeté des apparences des revenants. L'expression est de Charlotte Delbo, de ceux qui reviennent d'un trou. Ça ne va pas. Je tremble. J'ai froid. Je m'appuie contre la paroi. Tout à coup débouchent du couloir d'entrée 2 scouts qui portent un homme. L'homme tient les 2 scouts enlacés par le cou. De leurs mains les scouts le portent, les bras en croix sous les cuisses. L'homme est rasé, il est habillé en civil, il a l'air de beaucoup souffrir. Il est d'une étrange couleur. Il doit pleurer. On ne peut pas dire qu'il est maigre, c'est autre chose, il reste très peu de lui-même. C'est nous qui soulignons, il ne regarde rien, ni le ministre, ni la salle, ni rien. Il fait une grimace. Il n'y avait plus de monde commun entre celui qui a connu les camps et celui qui ne les a pas connus. À la fois c'était un homme et en même temps il était difficile de reconnaître de l'humain, laissant évoquer l'unheimlich, un sentiment d'inquiétante étrangeté où cohabitent le familier et l'étranger. Il serait possible que ce ne soit pas un homme. Telle est la ruse des nazis ici entrevus, qui ont voulu priver de leur humanité les détenus en les affamant, en les épuisant, pour les rendre comme des bêtes, montrer et se montrer que c'étaient des sous-hommes ou des non-hommes. Les nazis, Entmenschten, produisent un homme vidé, dénudé de l'intérieur, en instaurant une concentration des détenus dans une relation d'extrême dépendance à leur égard et à leur libre disposition sans contrepartie autre que la logique de l'anéantissement. Le lager, ou camp, a pour but la mort des détenus soit dès leur arrivée s'il comprend un camp d'extermination, soit à plus ou moins long terme en les affamant, en les épuisant au travail, en les exposant au froid, aux blessures et aux maladies, en les accablant et en faisant régner l'arbitraire. Mais l'instauration d'une telle logique envers les détenus implique une privation d'humanité chez les nazis. La caractéristique du lager nazi est de réduire à néant la personnalité de l'homme, à l'intérieur comme à l'extérieur, et pas seulement celle du prisonnier, mais aussi celle du gardien du lager qui lui aussi perd son humanité, dit Primo Levi dans un entretien. L'homme déshumanisé, celui dont l'humanité l'a quitté, utilise la torture et inflige la souffrance, recueillie et concentrée sur son entreprise meurtrière pour faire d'autrui un homme démoli. Face à cette logique qui prévalait pour les SS dans les camps, les préoccupations des détenus portaient moins sur la mort que sur la manière de mourir. La torture, pour Jean Améry, apparaît comme l'expérience ultime où se joue la brisure de la confiance accordée au monde, car c'est voir son prochain se retourner contre soi et prendre la forme du dominateur absolu avec le pouvoir d'infliger la souffrance et d'anéantir. La victime est dépossédée avec le premier coup de la confiance dans le monde, en particulier ici de la certitude que son prochain va respecter son existence. Et pour le bourreau nazi, quand c'est fini, il peut même se mettre à fumer une cigarette ou prendre son petit déjeuner ou, s'il en a l'envie, retourner au monde comme volonté et représentation. Georges Bataille rappelle que les nazis avaient un visage humain, une apparence humaine, étaient reconnaissables, nous ressemblaient, ils pouvaient s'unir, avoir des enfants, des sentiments pour leurs femmes, des relations humaines. Les nazis apparaissent comme nos semblables et Auschwitz est le signe de l'homme. Le retour au monde, un ersatz des bourreaux n'est rendu possible que par le mensonge, le secret et l'effacement des traces. Les justifications sont données à la violence et au meurtre, les convois partent de nuit et les déportés juifs sont invisibles aux habitants des villes, les cadavres disparaissent. Mais ce ne sont encore là que des procédés psychologiques ou de destruction de preuves. Si joint du point de vue psychique le clivage qui sépare la perte d'humanité envers autrui du commun qui fait humanité, c'est-à-dire du religar, de ce qui fait lien, ce qui relie les uns aux autres. Les ratés de ce clivage se manifestent entre autres par les troubles psychiques présentés par les nazis qui tuent à bout portant sur des juifs au-dessus des fosses. Ces difficultés ont amené Hitler à parler d'humanisation de la solution finale. Et supprimer le rapport direct entre les exécuteurs et les victimes,
pour en éviter les conséquences psychologiques sur les bourreaux eux-mêmes. La mort de milliers de détenus isolés dans des camions ou des chambres à gaz ne nécessite plus de vis-à-vis. Elle est anonyme et sans témoin direct. Dans ces conditions, les nazis ne tuent pas des hommes, mais sont censés détruire du bois, du chien-dent, des êtres humains ramenés à l'état de choses. Ils sont censés nettoyer des saletés pour des motifs d'hygiène publique, comme s'ils jouaient ou tenaient un rôle dans un scénario. Ainsi, ce clivage psychique qui va plus loin que le refoulement, suppose pour qu'il soit opératoire que les bourreaux soient séparés de leurs victimes grâce à des moyens techniques et bureaucratiques que sont les trains et l'association chambre à gaz camp de concentration, ce que Hilberg nomme la chaîne am laufenden Band. À cela s'ajoute une action psychologique permanente pour abuser les victimes et prévenir toute révolte. L'opération de mise à mort faisait appel, écrit Hilberg, simultanément à un dispositif matériel et à l'action psychologique. Ils allaient agir vite tout en renforçant les illusions des Juifs jusqu'au moment le plus tardif possible. Pour que le clivage psychique soit possible, il faut donc un système technico-bureaucratique, une organisation, une ingénierie du camouflage et bien entendu une conception du monde qui préserve la fonction de l'idéal de la race. Les seigneurs, les Ariens, au nom de la pureté du sang allemand, sont justifiés à détruire ceux qui n'en font pas partie, les sous-hommes que sont les Juifs, les Tziganes, les asociaux, les Slaves et tout ce qui les salit. La notion d'Entmenschten, celui dont l'humanité l'a quitté, est traduite généralement par inhumain, cruel, barbare. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.